Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast des leaders en transformation en entreprise. Aujourd'hui, on est au salon Montréal Connect, présenté par le Printemps numérique, et on est en présence de Yann Breleux, qui travaille ici au NAD. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire le parallèle entre les arts et qu'est-ce que ça peut apporter au domaine manufacturier. Donc, manquez pas ça. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bonjour Yann. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Excellent, excellent. On aime commencer à La Chaise Bleue par connaître un peu les individus. C'est la première fois que tu t'assois avec nous. Ça serait le fun que les auditeurs puissent te connaître un petit peu, savoir, pas nécessairement ce que tu fais là, parce que ça, on va en parler beaucoup durant le podcast, mais savoir d'où viens-tu, qui es-tu, mini background, parcours à haut niveau, Yann, pour te présenter, s'il te plaît. D'accord. Ben, je vais commencer par dire que je suis professeur titulaire à l'école NAD, qui est un département de l'UQAC. OK. Et l'Université de Chicoutimi. Qui est de l'Université du Québec à Chicoutimi. Parfait. Et c'est une école qui enseigne les effets visuels, le jeu vidéo, la conception, la production, la création de jeux vidéo et aussi les arts numériques. Moi, je m'occupe beaucoup de notre programme de maîtrise, mais aussi on a un programme de doctorat sur mesure. Et je co-dirige un laboratoire qui s'appelle Mimesis, qui s'intéresse à vraiment, si on fait un résumé rapidement, à Montréal, on a 3 industries créatives assez importantes qui sont l'industrie des effets visuels, du jeu vidéo et de l'expérience numérique, qui est JV, VFX et XN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre les processus créatifs pour la conception d'expériences immersives dans ce contexte-là. Excellent. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes ici à l'école? Moi, j'ai été embauché en 2012. J'ai eu une longue carrière d'artiste avant où je me promenais à l'international, etc. J'ai beaucoup collaboré et je continue de travailler avec la Société des arts technologiques qui ont un grand dôme immersif. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ce type d'espace-là, de concevoir des expériences, mais de comprendre qu'est-ce qu'on peut développer de nouveau avec ce format-là, qui est le format Full Dome. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un format semblable, je prends toujours l'exemple de la sphère de Las Vegas. C'est la première chose quand je parlais avec Christian, je crois, qu'on est monté en haut. J'ai dit, est-ce que c'est comme la sphère de Vegas? C'est exactement la même chose. Mais un modèle légèrement plus petit. Oui, à très petite échelle si on compare. La SAT est aussi un espace de ce type-là. Oui. Et il y a plus je crois qu'il y a plus de 4000 planétariums dans le monde qui se concentrent surtout sur la transmission de contenu éducatif en ce qui concerne le cosmos, etc. Mais de plus en plus de planétariums s'équipent avec des systèmes numériques qui permettent la diffusion en temps réel. Et là, ça ouvre à toute une autre catégorie de création, donc création immersive en temps réel pour transmettre du contenu éducatif, mais on peut aborder toute forme de contenu éducatif. C'est-à-dire que dans le domaine des planétariums, on s'est surtout concentré sur l'espace, la recherche de vie dans l'univers, les aurores boréales, etc. On forme mais on peut, récemment, j'ai co-réalisé avec David McConville qui dirigeait le Buckminster Fuller Institute, une conférence sur les utopies. Okay. Donc, les utopies, qu'est-ce que ça signifie au niveau architectural, mais au niveau social, mais aussi au niveau environnemental? L'utopie qui étant l'idéal inatteignable. Là, oui, qui veut dire non-lieu, qui est un espace, qui est un lieu imaginaire où tout est parfait. Oui, exactement. Et donc, on a travaillé sur cet aspect-là, mais en lien avec les questions reliées au changement climatique et à l'environnement. Okay. Mais ça, c'est un exemple. Pour des prises de conscience, pour de l'éducation par rapport à ça, de la formation. C'est ça. J'ai fait une autre conférence, j'ai travaillé aussi sur une autre conférence immersive avec ma femme, qui est professeure à l'Université de Montréal en sociologie. Puis on a fait une conférence sur les racines, les idées qui ont amené la création et la conception du roman Frankenstein. Okay. Et quelle était la science de l'époque? Comment les gens concevaient la science à cette époque-là? D'où vient l'idée de Frankenstein? Pourquoi elle a eu cette idée-là? Le lien avec son expérience, sa vie. Et ce qui nous a intéressé, c'est de dire, est-ce qu'on peut plonger les gens dans l'époque? Est-ce qu'on peut les plonger dans un monde fictif? Donc,
mes recherches, c'est vraiment sur les dimensions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les dimensions narratives, c'est-à-dire comment on peut utiliser le Le don. storytelling est important. Le storytelling. Oui, je donne un cours en ce moment qui s'appelle Storytelling immersif. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute l'espace à un contenu? Donc, ça peut être un roman. Qu'est-ce qui se passe quand le roman est spatialisé? Ça peut être une peinture. Tu prends la peinture, tu la mets dans l'espace, il se passe quelque chose de différent. Et tu reviens à l'époque où elle a été créée et ainsi de suite. Puis, oui. Puis je parlais avec quelqu'un ici, puis il me parlait de l'expérience que vous étiez en train de faire, là, les travaux de recherche au 11e étage, puis j'ai dit, je veux aller voir ça. Parce que tout de suite, je voyais pour les gens d'entreprise qui nous écoutent, plein de parallèles. Je pense que le monde des arts est un milieu à partir duquel est-ce qu'on doit s'inspirer pour régler des problématiques qu'on peut avoir au day-to-day. Puis c'est pour ça que c'était important. Je voulais vous avoir sur le podcast et vous êtes quelqu'un qui est un petit peu en marge de ce qu'on reçoit habituellement. Puis je trouve ça fascinant d'aller s'inspirer. Puis là où on brainstormait, je suis rentré dans le dôme puis je pensais à des gens qui travaillent dans des mines, par exemple, ce qu'on avait discuté. Des gens qui ont des cours de santé et sécurité à donner. Puis un des concepts qu'on apporte beaucoup en entreprise, c'est le social manufacturing. Comment est-ce qu'on peut partager des ressources dans un parc industriel entre manufacturiers? C'est pas obligé de s'acheter toujours une tour CNC puis l'utiliser à 100%. Comment est-ce qu'on peut la partager? Puis en voyant le dôme, c'est un des points que j'avais en tête. Je me disais, wow, comment est-ce qu'on pourrait arriver dans un parc industriel, installer un dôme quelque part d'expérience immersive pour que l'expérience soit des nouveaux ou des employés qui sont déjà là puisse être à un autre niveau. Vous avez dit un mot très important, social. La Société des arts technologiques s'appelle la Société des arts technologiques parce que c'est l'idée d'une société des arts technologiques en lien avec le médium de l'immersion. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le dôme, c'est que c'est une forme d'immersion, mais sociale, partagée. Le problème avec la réalité virtuelle, c'est que tu mets ton casque, tu es tout seul, l'autre personne te regarde. Avec le métavers, ça va s'améliorer, mais pas à court terme. Tantôt, on était 6 dans le dôme en même temps, à peu près, à vivre l'expérience que tu nous as fait vivre. Là. Et ça, c'est un dôme de 6 mètres. Je vous invite à essayer celui qui est à la Place des Jardins, qui a 8 mètres, qui est plus grand. Et il y a différentes échelles de dômes. L'avantage, c'est que les dômes, depuis les dernières années, sont de plus en plus accessibles. On parle de pop-up dômes qui se montent en 3 ou 4 jours, qu'on peut installer un espace. Vous parliez de partager ce dôme-là. Là, je suis pas vendeur, mais je suis très convaincu. Le dôme peut servir comme un espace éducatif, peut servir comme un espace social, un cocktail avec des images d'ambiance, peut servir comme un espace de démo aussi. Absolument. Et c'est là que le concept de conférence immersive est intéressant, c'est que si on veut montrer un moteur d'avion, on peut le montrer, mais on peut entrer dedans. On peut rentrer dans le impeller du moteur d'avion, voir la chambre à gaz en pleine action, puis voir les dents dans le métal. Le niveau de précision, tu sais, je suis moins geek que vous deux, les gars, honnêtement, là, mais le niveau de précision des détails est assez impressionnant là, avec le moteur utilisé. On peut facilement, et maintenant, les technologies qui permettent de faire du dôme en temps réel sont développées. Donc, avant, c'était on faisait un film, on le mettait dans le système, on attendait une semaine le temps que le système divise ça selon le nombre de projecteurs. Maintenant, on branche ça avec un moteur de jeu Unreal, Unity, ou des logiciels comme Houdini, qui est un logiciel de 3D. Mais je donnerai ma main au feu, là. Amenez-moi un CAD, là. Puis je vais vous trouver, parce que maintenant, pour la simulation architecturale, on développe ce qu'on appelle des projections équirectangulaires qui sont des projections immersives de l'espace architectural. Nous, on prend cette projection-là qui est 360 et on l'adapte pour un dôme qui est 180 ou dans le cas de la SAT, 210 degrés. Et donc, toute forme de logiciel qui permet de sortir une version 360 de son rendu peut être transposée en temps réel. Ça veut dire que l'architecte peut travailler sur son écran, mais peut aussi lever la tête pour voir son espace real-time. Donc, il y a tout cet aspect-là, où il y a plusieurs étapes. Il y a la formation, mais aussi la production, la conception, c'est-à-dire si on veut créer un édifice, puis on veut ressentir. Je travaille beaucoup avec des architectes qui étudient les notions d'ambiance. Donc, qu'est-ce que l'ambiance en architecture? C'est ce que l'on vit, ressent sans l'expliquer.
Et mais un architecte doit tenir compte de cet aspect-là dans la dimension sonore, dans les dimensions lumineuses d'éclairage, mais aussi de rapport à l'espace, de déplacement d'un espace à l'autre. Donc, un architecte pourrait utiliser ça comme un instrument de prévisualisation de son espace architectural. Même chose pour une usine, même chose pour une mine. Là, quand on tombe dans... là, je vais m'arrêter, mais quand on tombe... C'est correct, j'adore ça. Moi, je suis parti. Quand on tombe dans une mine, par exemple, j'ai travaillé avec un groupe de recherche à l'ETS de David Saint-Onge et Nicolas Reeves, qui, eux, ont scanné une grotte, la grotte de Saint-Léonard. OK. Et ils ont la grotte en nuage de points. Et donc, moi, avec les textures de surface aussi et tout, quasiment? Dans leur cas, on avait surtout les coordonnées spatiales, mais on a fait des tests au niveau des textures. Mais il y a tout un espace de recherche où on utilise des nuages de points. Donc, un espace qui a été scanné avec un lidar. Et ces données-là sont transposées en format immersif. Ce qui veut dire que si on pense aux mines, par exemple, les mines ont déjà des scans lidar de leurs espaces. Absolument. Ils le font pour des raisons de sécurité, mais aussi pour constater de l'évolution des travaux, pour la maintenance la aussi. Maintenance. La raffinerie Shell à Montréal, la même chose. Tout est fait en nuage 3D pour avoir un modèle 3D, puis gérer la maintenance et ainsi de suite. Pour l'entretien. Donc, vous pouvez avoir un dôme où l'espace 3D a été scanné. On veut expliquer à quelqu'un comment se rendre d'un point A à un point B pour accéder à tel élément. Ben, si ça a été scanné, parce que le nuage de points, en fait, ont été inventés parce que il y avait des problèmes de sécurité d'accès dans le contrôle et dans la maintenance des centrales nucléaires. Et on a inventé le nuage de points pour scanner l'espace à l'échelle, pas en fonction des plans qui avaient été soumis, mais en fonction de l'espace réel. Absolument, ouais, ce qui a été concrètement bâti. Là. Parce que dans des conditions de sécurité, si on se déplace d'un point A à un point B, puis on regarde le plan, puis on reconstitue ça dans un moteur de jeu, ça va peut-être fonctionner, mais il y a bien des choses qui ont été ajoutées, puis il faut que la personne puisse se reconnaître. Donc, ça n'empêchera pas la personne d'aller sur l'espace réel, mais la première étape de formation pour se familiariser avec l'espace peut se faire avec un don. Ça remplacera jamais le réel, mais ça va diminuer la courbe d'apprentissage. Corrigez-moi si je me trompe, mais on entendait beaucoup parler des casques de réalité virtuelle au courant des 5, 6, 7 dernières années. Puis là, tranquillement, pas vite, on a vu différents casques arriver sur le marché. Puis j'ai vraiment l'impression qu'en entreprise, la colle, elle n'a pas pris. Ben, c'est ça. Il n'y a aucune adoption des casques de réalité virtuelle ou très peu. Là. Il y en a, on peut pas dire aucune, là, on peut jamais dire jamais, mais ça fonctionne pas. Mais vas-y, toi, Norm, si tu avais un point. En fait, c'est ça, on en a discuté un peu avant. Puis, en passant, la raison qu'on a amené Yann, c'est qu'il nous a amené à son magasin de bonbons en haut, à voir toutes les technologies. Puis des technologies qu'on n'a pas l'habitude de voir nécessairement collées ensemble, appliquées. Puis ça, je pense que tous les deux, ça nous allume. Ah oui. Mais ce que je mentionnais, c'est qu'on a vu beaucoup de projets justement avec les casques de réalité virtuelle qui étaient une solution qui cherchait un problème. On n'essayait pas de régler un vrai problème. Puis en discutant avec Yann, je pense qu'on a mis un peu le doigt aussi sur la composante qui est en lien avec ça. C'est que dans les jeux vidéo, la gravité, c'est pas tout à fait de la vraie gravité. Ce qui fait que c'est le fun, c'est qu'on peut sauter 30 pieds dans les airs, tout ça. Mais le moment où on dit, OK, on veut que ce soit réel, réaliste, là, on rentre avec la physique, puis tout ça. Puis il y a l'histoire du Uncanny Valley qui arrive. C'est que là, si c'est juste assez réel, mais pas tout à fait, on prend un malaise puis on n'aime pas l'expérience. Puis là, jamais, la discussion qu'on avait, je trouvais que c'est peut-être cette brique-là qui manque pour nous dans l'industrie pour le démocratiser puis le rendre des projets qui durent puis que les gens veulent réutiliser. Absolument. Je sais moi, pas que il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire que quand nous, en jeu vidéo, on fait une expérience, entre guillemets, on tient pas compte du réel, on tient compte de l'expérience de la personne. Ah non, je veux sortir du monde réel quand je vois un jeu vidéo. C'est ça, exactement. Donc là, on se dit, oh mon Dieu, c'est plus le fun quand tu sautes 4 pieds dans les airs, bon, on y va. Tandis que bon, si la personne contrôle un instrument où il y a des dimensions sécurité qui tiennent, comme un simulateur de vol, par exemple, mais pour de l'équipement industriel, là, on doit tenir compte des règles ou des lois physiques réel, et donc la matière doit répondre ou réagir de la même façon. Là, on entre dans un autre
processus de validation qui alourdit considérablement la tâche. Mais au niveau de la réalité virtuelle, par exemple, il y a le dernier casque d'Apple. Oui. Bon, il est très cher. Il est dans les 3-4 000 si je me trompe pas. 3-4 000 mais ils ont travaillé avec une compagnie québécoise qui s'appelle Vervana. Okay. Vervana a développé un système de see-through, comme on appelle, qui permet de mettre un casque de réalité virtuelle, mais de voir à travers, puis de voir le monde réel à la même échelle. Fait que c'est une réalité augmentée. Une réalité augmentée, exactement. Et l'avantage du dernier casque, c'est que il est encore plus performant que le HoloLens de Microsoft. C'est-à-dire que la réalité augmentée a un plus grand champ field of view. Un champ de vision. Un champ de vision plus important. Et puis, une meilleure résolution au niveau de l'image. Donc, ce qui permet, pour le futur, je dirais, de travailler avec ce qu'on appelle la virtualité augmentée. C'est-à-dire que la réalité augmentée, c'est qu'on prend la réalité et on met un layer de virtuel, mais la virtualité augmentée, on inverse, on prend le réel puis on le transforme en virtuel, puis on applique des éléments par-dessus. Donc, ce qui veut dire que la virtualité augmentée, c'est que le mur qu'il y a derrière toi, je mets un casque, puis je change les textures. Et donc, ce qui permet de transformer n'importe quel lieu en espace de jeu vidéo, etc. Et ce qui manque à la réalité virtuelle et ce qui freine son développement en entreprise, c'est que ce n'est pas encore assez une technologie collective. C'est-à-dire que si on a 4 casques, il faudrait que les personnes mettent les casques se voient, on est dans le même espace. Et là, les idées de te configurer, rendre ton login, ça prend une demi-heure. Ah non, c'est trop... C'est trop compliqué. Ils ont des modèles des business models pour fidéliser le consommateur, mais dans un contexte industriel, il faut que ça marche, puis maintenant, puis vite. Puis il ne faut pas que la personne ait besoin d'une formation de 4 heures pour mettre le casque, puis que ça se déconnecte. Puis que l'aspect collaboratif que vous amenez beaucoup est ultra important aussi. Oui. Là. Tandis que quand j'étais dans le dôme, en passant pour les gens, là, on va essayer de mettre une image là, durant le podcast pour que les... Normand a visité le dôme, fait qu'on va être correct avec ça, mais imaginez-vous un immense igloo. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Ça ressemble à un dôme, un gros igloo dans lequel est-ce qu'on rentre, puis que tout le plafond est tapissé d'images, puis on rentre dans le monde virtuel. Fait qu'au lieu de mettre le casque, on est, nous, comme un peu un avatar dans un monde virtuel, finalement. Là. Fait que l'aspect collaboratif, j'ai discuté avec Normand, j'ai discuté avec toi, on était tous ensemble dans le même monde virtuel. Là. On voyait les réactions des autres aussi, puis on pouvait... collaborer, là. C'est ça, ça ressemble pas à un meeting Zoom où tout le monde se coupe la parole. Là. C'était le dôme, le domaine de recherche, en fait, ce qui a permis vraiment de travailler l'immersion en temps réel, il y a un domaine de recherche en optique qui s'appelle le Spatial Augmented Reality. Okay. Et donc, c'est SAR, Spatial Augmented Reality. Et c'est que dans le fond, dans la même catégorie, on a la projection architecturale. Donc, on projette sur un édifice, puis on adapte les projections à la surface de l'édifice. Absolument. Tout ce qui concerne... Moment Factory, entre autres. Je pense à Montréal, ici, avec les silos qu'on voit. Exactement. Okay. Exactement. Donc, quelqu'un qui travaille en dôme est aussi familier avec les questions. Les artistes qui travaillent dans le dôme ont aussi fait de la projection architecturale. On se promène d'un espace à l'autre. Dans ce qu'on appelle le XR, c'est-à-dire que ces dernières années, on ne voit plus le médium immersif comme étant un espace, comme des solutions, c'est-à-dire des pièces d'équipement. C'est plutôt un espace de langage. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si tu as besoin de virtualité augmentée, ben c'est ça que tu vas utiliser pour ton entreprise. Si tu as besoin d'un dôme, la dimension sociale, démo, formation, etc., c'est le dôme qui va fonctionner. Mais dans l'approche XR, qui est Extended Reality, l'idée, c'est qu'il faut voir c'est quoi le besoin, c'est quoi l'idée, qu'est-ce qu'on veut amener, puis ensuite, on utilise des technologies immersives pour répondre à ce besoin-là spécifique. Mais partir du besoin toujours. Ne pas nécessairement avoir une technologie qu'on essaie de fitter quelque part, comme toi tu disais, Normand, tantôt. Yann, tu l'as pas dit au début, là, mais on a parlé un petit peu du parcours qui t'a emmené jusqu'ici, les différentes études là, que vous avez faites qui sont assez hétéroclites, un peu à gauche, à droite, et tout. Je pense que vous avez étudié un peu en musique, en design industriel, si je ne me trompe pas. Oui. Et plusieurs choses. Puis, une question que souvent les gens me posent, puis j'ai le goût de vous la poser, parce que vous avez un regard peut-être plus artistique par rapport à ça, c'est quelle est votre définition d'une culture numérique?
C'est quoi savoir? C'est quoi une culture numérique? Tu sais, souvent, on dit ça, on va regarder une maturité numérique d'entreprise pour générer de la valeur, augmenter la productivité. Puis souvent, on achète des logiciels, puis on devient plus intense. On a du AI, on a ci, fait qu'on augmente des fois notre maturité. Puis un autre axe, des fois, que je regarde, c'est la culture numérique. Puis d'où ça vient, la culture numérique? Moi, tu sais, je suis intéressé par ça. J'ai fait des recherches. Je lisais, Mané, que ça venait beaucoup d'Allemagne au début, qu'il y a des gens qui avaient commencé un petit peu à faire de l'art numérique avec des télés au début. Tu sais, je suis curieux de voir, vous êtes dans le domaine, c'est quoi votre définition d'une culture numérique? C'est particulier parce que il y a la culture numérique, donc la compréhension des enjeux liés à l'avènement et la transformation du numérique. Donc, moi, je suis beaucoup dans les humanités numériques, c'est-à-dire les humanités numériques qui se posent des questions sur, après l'avènement de l'imprimerie, avec toute la puissance des réseaux, la puissance de diffusion des nouvelles technologies, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transmission de connaissances? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des humanités numériques. Par exemple, le cadre que j'utilise. C'est quoi une humanité numérique? Excuse-moi, juste pour être sûr, Yann. Les humanités numériques, ça a été, entre autres, c'est apparu, je ne vais pas faire une longue histoire, mais c'est apparu avec l'apparition de l'ordinateur, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où on a commencé à voir le code comme étant une nouvelle forme d'écriture. Okay. Et donc, là, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe avec la littérature? Qu'est-ce qui se passe avec la connaissance? Parce que, finalement, une fois que le savoir est numérisé, on n'y accède plus de la même façon. On le consomme différemment. Il y a un artiste, Lev Manovich, qui a écrit plusieurs livres qui parlent de culture analytics, donc l'analyse de la culture, mais des données de la culture. Il parle de database art, où on accède un contenu non plus du point de vue d'un contenu linéaire, comme dans un film ou une pellicule, mais à travers une base de données. Donc, qui transforme notre rapport à l'interaction avec le contenu. Donc, toute la culture numérique, il y a d'une part, tout ce qui concerne la numérisation de la culture, puis la transformation que cette numérisation-là amène sur la réception, la diffusion, la transmission des dimensions culturelles. Et ensuite, il y a la culture du numérique, c'est-à-dire comme il y a à Montréal. Montréal est une des capitales mondiales de la culture numérique. Il y a des manifestes qui ont été écrits, il y a beaucoup d'études industrielles qui ont été produites. Il y a des sommités de l'AI qui sont ici. Il y a des sommités de l'AI. Donc, Montréal est un des endroits les plus importants au monde pour vraiment saisir ou prendre le pouls des transformations de la culture numérique. Et l'AI est un excellent exemple. Qu'est-ce que l'AI, au niveau du traitement, amène comme transformation, non seulement au niveau de la création, de la réception, mais aussi au niveau carrément de la conceptualisation. Quand on écrit un texte, on a un assistant qui vient nous aider à travailler ou à améliorer notre texte, il faut développer des concepts de culture numérique pour mieux comprendre ces aspects-là. Donc, je peux vous donner un exemple. J'aimerais ça. Un exemple, c'est quand on travaille, j'ai travaillé avec un artiste, pas travaillé avec directement, mais je le connais bien, qui s'appelle Maurice Benayoun, qui parlait de curation itérative. Alors lui, ce qu'il disait, c'est que quand on écrit des textes ou qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, on fait de la curation itérative. C'est-à-dire que on commence, on fait une première requête. Ah non, c'est pas tout à fait ça. On corrige. Jusqu'à ce que ce qu'on a créé corresponde à nos intentions. Donc, curation, ça veut dire choix. Donc, l'AI, lui, va juste nous donner, va juste essayer de nous faire plaisir. Ouais. Il va nous donner des possibilités. Puis là, c'est à nous de choisir puis de dire non, pas ça, à gauche, à droite, à gauche, ouais. Puis là, on m'a donné, on a ce qu'on veut. Et donc, ça, c'est un autre mode d'appréhension et de conception au niveau de l'écriture, mais ça se manifeste aussi au niveau de l'image, maintenant la création d'environnement, et on peut même créer des expériences full dome à l'aide de l'intelligence artificielle. Puis même pour la création d'un nouveau service qu'une entreprise voudrait offrir, la création d'un nouveau produit à amener sur le marché, la création, l'optimisation d'un produit qui existe déjà, tout ça est possible. Puis j'essaie de synthétiser un petit peu ce que vous avez dit au niveau de la culture numérique. Est-ce que c'est de dire maintenant tout ce que je consomme doit être sous la forme de 1 et de 0 ultimement? À la limite, c'est de comprendre l'influence que cette numérisation de la culture-là exerce sur nos modes d'appréhension. Puis maintenant,
je veux dire, nos téléphones nous suivent, on est toujours en contact Absolument. avec le numérique. Donc, d'une certaine façon, en ce qui me concerne, c'est de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi c'est quoi le potentiel artistique pour la création de nouvelles expériences. J'adore. Vas-y, Norm. Tu sais, un truc, des fois, peut-être les gens à la maison ne voient pas le lien entre ce qu'on fait, nous, beaucoup chez le manufacturier, puis tout, puis l'art. Puis moi qui est à cheval entre les deux, parce que je suis un geek, j'aime beaucoup l'art aussi. Je fais de l'art visuel multimédia, pas à ton niveau, mais j'en fais. J'aime aussi tout ce qui est concret. Un truc qu'on réalise en industrie, c'est que tout est fermé. T'sais, les manufacturiers font des trucs, ils partagent avec personne. Moi, je suis le meilleur dans ça. Puis ce que l'art est très différent, c'est que l'art a été conçu pour être partagé. Mm-hmm. Parce que si tu fais de l'art, ben il y en a qui font de l'art pour eux, là, mais bon, c'est ça. En général, l'art est fait pour être partagé, pour que chacun ait une perspective dessus, puis pour bâtir par-dessus un peu ce que les autres ont fait. Puis ça fait que tu sais, les jeux, ça en fait partie. Puis tout, je trouve que c'est des domaines qui boom, qui vont vite, que tu sais, ce qu'on faisait il y a 5 ans, puis qu'on fait aujourd'hui, c'est un monde de différence. Là, on peut faire le ray tracing en temps réel, c'était même pas pensable. Puis tu sais, on l'a vécu chez GLM, là, pendant la pandémie, on a utilisé plein de technologies qui venaient du jeu vidéo pour pouvoir continuer à offrir le service chez nos clients. Absolument. Puis c'est pas naturel dans le monde industriel, mais ça commence à le devenir. Il y a quelques cas d'exception que je C'est vois. ça. Je pense à Premier Texte qu'ils ont fait avec Liveline. Je pense Exact. que complètement fou. Là. Ils vendent de la machinerie industrielle. Ils fabriquent des lignes de production pour d'autres. Puis ils ont créé, je pense qu'il y avait Unreal qui travaille aussi. Puis tu peux être un petit avatar. Puis tu vas chercher plein de sub-assemblées comme des morceaux de Lego. Puis tu peux virtualiser, bâtir ta chaîne de production. Ils arrivent avec un prix. On a Vention aussi au Québec, qui est une belle entreprise de Montréal qui est un peu dans le même concept, mais c'est un des concepts qu'on voit de plus en plus arriver, la gamification, comme tu dis. Le côté ludique fait en sorte qu'on devient créatif puis qu'on invente des nouvelles solutions. Parce qu'en industriel, on a fait le tour. Une boat, c'est une boat. Une machine, c'est une machine. Puis à un moment donné, il faut avoir un œil, prendre un pas de recul puis imaginer des possibilités qu'on n'a pas vues. Puis c'est ça que je trouve le fun avec l'art puis les multi. Tantôt, on regardait ce que vous faisiez en multimédia, puis ça nous explose dans la tête. Hey, il y a tellement d'applications. Moi, j'ai vu 1000 possibilités, des parallèles. Puis qu'on voit pas, là. Quand tu as des enjeux, des problématiques à régler, aller s'inspirer d'un autre domaine qui est totalement autre peut grandement aider. J'ai une question en lien avec ça pour vous, Yann. Est-ce que l'art a sa place, selon vous, chez les manufacturiers, dans les entreprises? C'est une bonne question. J'aurais envie de dire, j'ai pas envie de m'imposer. OK. Mais s'ils sont ouverts seulement. Mais c'est ça. Mais est-ce que la plan, ben en fait, moi, dans le cadre de mes créations artistiques, j'ai déjà fait des spectacles dans des usines. J'ai déjà, tu sais, le monde industriel va être fermé pour tout ce qui concerne la valeur et la valorisation. Pardon. Vente, R&D, production puis installation. Il y a un modèle d'affaires à respecter, puis là, on se dit, OK, on garde ça fermé parce que ça peut donner davantage à nos compétiteurs, puis je comprends que cet aspect-là est complètement fermé. Là où l'art intervient, c'est comme vous l'avez dit, c'est dans la dimension sociale, dans la création de nouvelles formes d'interaction avec les employés, mais aussi, comme vous dites, la gamification pour transmission de nouvelles connaissances, pour apprendre les choses, mais pas seulement les apprendre comme, ben voici ce qu'il faut apprendre, puis il y a un bullet point, mais les apprendre par l'action. Absolument. Donc, tu sais, il y a un domaine là, qui s'appelle Performative Research, c'est-à-dire c'est un domaine de recherche, mais qui s'intéresse non pas aux données, qu'on va prendre des données qualitatives, mais les données de l'action. Comment les personnes agissent, comment ils interagissent, comment analyser non pas ce que les gens vont dire, mais ce que les gens vont faire. Donc, l'art est beaucoup dans le faire puis dans l'interaction. Et à ce niveau-là, il y a des ponts qui peuvent se faire sur cet aspect-là, c'est-à-dire une meilleure compréhension du faire, de l'interaction, du design d'interaction. Et comme je disais, à Montréal, à l'école de design de l'UQAM, sont en train de travailler ou de développer des programmes en lien avec le design d'interaction. Même chose avec l'ETS. Donc, à Montréal, et Chicoutimi avec l'école NAD, il y a une infrastructure, une infrastructure d'éducation qui permettrait l'ouverture à des nouvelles formes de transmission de connaissances en milieu industriel. L'art, la seule chose que permet l'art, je comparais ça au bas de cette lieu, c'est que on enlève toutes les contraintes, puis on avance, puis on va très loin.
Puis je pensais que tu allais me dire, même ça te permet de nous rassembler aussi. Ça nous permet de nous rassembler. Mais, tu sais, j'ai un étudiant qui a fait sa maîtrise sur le domaine de la réadaptation. Oui. Et son projet a démarré parce qu'il a hacké un fauteuil roulant, puis il l'a transformé en contrôleur de jeux vidéo. Puis là, sa tête a fait comme wow, tu sais. Puis il a créé un jeu, ça s'appelle Laurent Gosselin, il a créé un jeu à l'intention des jeunes enfants qui, plus tard dans leur vie, parfois à cause de maladies, ont accès au fauteuil roulant vers 9, 10, 11 ans. Ça crée un problème, il y a une réadaptation. Absolument. Et donc, en mettant le jeu vidéo, en permettant à la personne d'apprendre à piloter son fauteuil roulant par le jeu vidéo, ben ça a amené un autre rapport, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour toute la famille, parce que là, la famille se mettait à jouer au jeu. Et donc, là, ça dédramatisait le fauteuil roulant. Donc, il y a une dimension sociale à ça. Il y a une dimension sociale où on peut travailler sur des technologies, les transmettre sous des nouveaux formats, créer des espaces de collaboration, d'échange. Et là, mais par contre, quand il a commencé à travailler en réadaptation avec des patients réels, là, on tombe dans la science. Et là, il faut être extrêmement rigide, pas rigide dans le mauvais sens, mais extrêmement rigide. Il y a une démarche scientifique. Une démarche qu'il faut respecter, etc. Et donc, avec l'art, on va très, très loin. Puis ensuite, quand on revient dans le monde réel, par exemple dans le monde industriel, ben là, on réduit, comme on dit, on réduit en fonction des données réelles, etc. Mais l'art permet de prévisualiser, de voir plus loin. Puis ensuite, on peut revenir à quelque chose de plus concret. Ah ben, moi, ça déclenche mon imagination. Juste le cas de figure que tu viens de parler là. Moi, je connais des architectes civils qui désignent des espaces qu'il faut qu'ils soient accessibles. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, ils vont avec ce qu'ils lisent dans les livres. Mais tu sais, un contrôleur de jeu, c'est une chaise roulante, puis tu es assis, puis tu as ta réalité virtuelle. Comme architecte, ça peut être un plus. Là. Il pourrait s'asseoir, puis vraiment visiter sa bâtisse, puis dire « Ah ouais, finalement, non, le comptoir, il n'est pas accessible comme je pensais. » Puis de le vivre comme la vraie personne, de partager l'expérience de l'autre personne, ça peut être très important. Hein? En fait, là où l'art peut vraiment contribuer au milieu industriel, mais tous ceux qui s'intéressent en design, à l'expérience utilisateur, c'est de modifier certains processus de conception de bottom-up à top-down. Okay. C'est-à-dire que le bottom-up, c'est, comme tu dis, la personne est sur le terrain, elle bouge, et là, elle se rend compte des absurdités ou de certains problèmes liés à l'architecture du fait d'un usage de la simulation ou dans un moteur de jeu, dans un espace de jeu. Et donc, c'est vraiment l'approche artistique, en fait, c'est une approche bottom-up. On prend l'outil, tout à coup, on voit une possibilité, puis on dit « Wow, je n'avais pas pensé à ça ». Et là, on crée quelque chose de nouveau. On détourne l'outil, on le transforme. Vous parlez des solutions qui arrivent avant les problèmes. Ben, dans le cas de l'artiste, en fait, souvent, il apprend l'outil par un projet, par une expérimentation. Et là, il trouve une faille dans l'outil, il trouve une nouvelle orientation. Donc, il va peut-être pas utiliser l'outil pour les raisons pour lesquelles il a été conçu, mais il va l'utiliser dans une façon nouvelle, mais qui nous éclaire aussi sur l'outil, sur ce qu'il peut faire de nouveau. Ben, je suis convaincu que le monde industriel a à gagner de cet élément-là de créativité puis de sortir un peu des paradigmes de conception qu'on a à l'heure actuelle. Puis je pense qu'au Québec, de plus en plus, il va en avoir des laboratoires d'innovation. Où est-ce que cette créativité-là, puis je pense que le monde de l'art se doit de jouer une place là-dedans. On en voit des labs d'innovation. Je vois des compagnies de programmation qui existent depuis 10-15 ans qui disent on fait plus de la programmation sur mesure, on est rendu un lab d'innovation pour nos clients, pour rassembler des gens de design thinking, des gens qui travaillent de plusieurs domaines, une imprimante 3D, un ci, un ça, pour créer quelque chose en innovation, puis après l'amener en production. Hyper intéressant. Écoute, en fait, j'aurais de rebondir sur un truc. Tu as dit un terme créativité. Oui. Et l'autre terme, tu as parlé d'innovation. Moi, souvent, je dis la collaboration arrive avant l'innovation. C'est-à-dire que co-créer, co-design, collaborer. Et dans la collaboration, là, il y a de l'innovation qui prend place parce que ça correspond à un échange. Ça correspond à une communication. Donc, les entreprises qui font de l'innovation, en fait, si on regarde bien, on dit non, ils font vraiment beaucoup la collaboration. Ils écoutent les gens et là, ils arrivent avec des solutions créatives. C'est-à-dire, la définition de l'innovation, en fait, c'est d'aller se placer son pion ou aller se placer dans un endroit où la carte n'a pas encore été écrite.
Absolument. Et quand la carte commence à s'écrire, c'est là que l'innovation peut prendre place. C'est-à-dire, on participe à développer un nouveau secteur en définissant les cartes, puis les lieux, puis les espaces où on peut intervenir. Parce qu'on est dans un nouveau monde, puis tu peux pas explorer un nouveau monde avec des vieilles cartes. Exactement. Ça, c'est une phrase fétiche que je pourrais citer. Donc, on commence par de la collaboration, de la mise en commun d'idées, de la mutualisation de services et la créativité. Puis les innovations vont en ressortir par la suite. Et idéalement, le tout pourrait se faire sous un dôme pour être en immersion totale. Moi, j'y crois. Je suis certain qu'il y a certaines zones d'innovation au Québec qui vont peut-être vouloir s'équiper d'un dôme pour avoir une pièce particulière pour créer de la valeur dans des secteurs clés de notre économie. On a une question que j'aime poser aussi. On est présentement dans notre shack numérique. Puis on est assis sur le bord du feu, Yann, présentement. Puis j'aime dire, tu es un passionné, ça paraît dans tes yeux, ça l'élimine lorsqu'on parle de culture numérique. Puis souvent, pour se lever le matin, tu as besoin puis avoir cette énergie-là, tu as besoin de remplir ton feu intérieur de bûches. Pour cultiver cette énergie-là, l'amener ailleurs, demeurer créatif, aller au-devant, créer des contacts. Qu'est-ce que tu fais, toi, Yann, dans ta vie personnelle pour feeder ton feu intérieur, pour revenir, puis être créatif, puis avoir le goût de créer des nouveaux projets? Est-ce que tu es un sportif, un musicien? Je fais du jogging. Je cours. Tu fais du jogging, ça, Trois fois semaine, je cours, je sors. Puis c'est drôle parce que quand je cours, mon corps est occupé, puis à la fin, esprit, lui... c'est qu'à la fin, des idées les plus importantes émergent. OK. Fait que dans le fond, c'est comme quand on travaille trop, quand on est trop pris dans le rush, quand on est trop dans suractivité, on perd de vue la hiérarchie entre les choses. Oui. Et je pense que c'est bien important quand on travaille en créativité de se laisser un temps pour laisser les choses décanter puis de voir qu'est-ce qui est plus important dans ce que je fais en ce moment. Qu'est-ce qui ressort? Ça te permet de faire le ménage. Puis quand je fais du sport, je pars avec une question, j'y pense pas du tout. Puis quand j'ai fini, j'ai l'esprit clair. Puis des fois, j'ai des portions de réponses. Puis c'est pas uniquement pour mon travail. Des fois, c'est pour ma vie personnelle. C'est pour toutes sortes de choses. Moi, mes étudiants qui commencent à rédiger leur mémoire de maîtrise, je leur dis, faites du sport. Parce que si vous n'avez pas le corps en forme, votre esprit sera pas clair. Donc, commencez votre journée. Moi, ma femme a fait sa thèse de doctorat. On allait nager tous les jours 1 kilomètre. Okay. Puis après ça, elle allait écrire. Mais quand tu as nagé 1 kilomètre, là, tu t'assois pour écrire, tu es réveillé, tu es oxygéné. Absolument. Là, Donc, les hormones ne sont pas les mêmes, la dopamine. Fait que aller faire du sport, hyper important. Ouais. On parle d'art numérique, de culture numérique, de création de valeur dans le secteur économique, dans les entreprises. On essaie de faire des ponts avec ton domaine au day-to-day. Puis je pense qu'on a grandement avantage à s'inspirer de ce que vous faites ici pour créer des éléments différenciateurs dans nos entreprises au Québec. On le dit, on est dans une société d'innovation. Puis trop souvent, nos innovations, avant qu'on les commercialise, sont vendues à l'externe. Fait qu'on parle d'art, de culture numérique. Qui est-ce que, si on avait l'opportunité, Yann, d'un coup comme ça, qu'est-ce que tu aimerais inviter sur le podcast pour poursuivre la discussion? Ça peut être quelqu'un partout au travers le monde. Il n'est pas obligé d'être ici à l'événement Montreal Connect présentement pour parler de culture numérique, d'où s'en va un peu tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais inviter sur le podcast, puis on l'assoit entre Normand et toi? Moi, il y a un artiste à Montréal d'origine mexicaine qui s'appelle Raphaël Lozano-Emer. OK, parfait. Donc, invitez-le. Tout ce qui concerne les dimensions collectives de l'art, une dimension interactive. Il a fait beaucoup d'installations en lieu public, des installations de projection où les gens interagissent avec des avatars, avec des personnages virtuels ou interagissent entre eux, où l'aspect sérieux et l'aspect ludique se côtoient. C'est un de nos grands artistes. Et je vous dirais, si vous aviez un artiste, évidemment, je travaille beaucoup avec Luc Courchaine. Et Luc Courchaine m'a enseigné en design industriel, a été mon directeur de maîtrise. Et Luc est aussi une personne extraordinaire. Il a gagné le prix du gouverneur général. Il est un des pionnier, cofondateur de la Société des arts technologiques. Okay. Donc, c'est vraiment quelqu'un vraiment d'intéressant. Elle est passée à l'entrevue. Oui. Puis je reviens à votre première... Ah, vas-y, Normand.
Ouais, tu sais, dans le fond, tantôt, il mentionnait, moi, je suis quelqu'un du comment on le fait aussi. Oui. Puis là, on parle avec toi tout tantôt, je trouve qu'on a plein d'idées de ça. Est-ce que, peut-être t'es pas capable de me répondre aujourd'hui, là, je peux pas, je sais pas exactement comment le formuler, mais comment on collabore avec NAD? Tu sais, comment une entreprise demain matin se dit, hey, moi, j'ai une idée, je veux faire ça. Comment on peut collaborer avec le centre de recherche ici puis l'école? La première étape, c'est de rencontrer la direction de l'école. Jocelyn Benoît, Christian Beauchamp. Ça, c'est la première étape. Christian, c'est lui qui nous a mis tantôt C'est en Christian. relation. Là. Oui, Parfait. oui, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que, bon, l'université est sur le point d'embaucher un doyen associé. Et OK. le doyen associé, ça va être précisément sa tâche, de travailler justement la mise en place de ces nouvelles formes de collaboration-là entre le NAD, l'école NAD, l'UQAC, parce qu'on a aussi de nombreux départements à l'UQAC qui peuvent contribuer à ces questions-là. Je pense entre autres au département de Matinfo qui travaille beaucoup avec le milieu industriel. Donc, il y a des ponts à faire entre un ou plusieurs départements. OK. À l'école NAD, ce seraient les personnes que je vous ai nommées et éventuellement le ou la doyenne associée qui va Ça en vient éventuellement. travailler précisément à cette tâche-là, c'est-à-dire de voir comment on peut, dans l'industrie créative, développer davantage de liens avec Je te remercie beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.